Livre audio, Henri Guimin, Silence aux pauvres, partie 2. La cour et l'opposition, pour des mobiles contradictoires, choisissent l'entrée dans la guerre. 20 avril 1792. Ô guerre sublime, guerre pacifique pour fonder la paix universelle. Ô le grand cœur de la France, quelle tendresse pour le monde. Quelle ardeur de sacrifice. Et comme tous les biens de la terre pesaient peu en ce moment. Vous avez déjà reconnu Michelet, en proie à l'une de ses plus remarquables performances dans l'exaltation et la dithyrambe. Il s'agit de la guerre dont l'Assemblée législative vota la décision le 20 avril 1792. Et je sais bien que quelques orateurs, Isnard par exemple, Brissot ou Anacharsis Clootz, le richissime baron allemand doté, disait Robespierre, d'une effervescence philanthropique sans limite, ont, dans l'affaire, entonné des hymnes auxquels Michelet fait écho. Mais sans doute convient-il de regarder attentivement comment les choses se sont passées pour aboutir à cette déclaration de guerre, inauguration d'un conflit armé qui dévastera l'Europe et durera 23 ans pour ne s'achever en fait qu'au printemps 1815 à Waterloo. Voyons un peu la réalité de 1792 pour la France. La banqueroute, conjurée en 1789 par la mainmise de l'État sur les biens du clergé, se profile de nouveau. Ces biens ecclésiastiques étaient évalués à quelque 3 milliards. Le numéraire se cachait. Les constituants avaient donc lancé en 2 temps une monnaie de papier, dite assignat, dont la valeur était gagée par les biens de l'Église devenus biens nationaux. Lorsque la législative succède à la constituante, le 1er octobre 1791, déjà sont en circulation des assignats pour 2 milliards. Si la trop facile et trop tentante émission de papier-monnaie continue à ce rythme, c'est bientôt l'entière disparition du gage qui se produira et l'assignat, déjà déprécié au change extérieur, va tomber à zéro. Le problème est sérieux. Où trouver pour l'État de l'argent sans douleur et ces volumineux subsides qui rendront vigueur au trésor? Très vite, la solution s'impose à tous les esprits déliés. Si l'Église n'offre plus rien à prendre, restent ses riches voisins de Rhénanie et de Belgique, sujets de l'Autriche ou de la Prusse, et dont les territoires doivent pouvoir faire l'objet de ponctions fructueuses. Et le 14 décembre 1791, à la tribune de la législative, Narbonne, ministre de la guerre depuis le 7, déclarera avec le plus tranquille cynisme que la guerre est indispensable aux finances françaises. Le sort des créanciers de l'État en dépend, dit-il. On ne saurait être plus net dans l'aveu. L'issue de ces difficultés pécuniaires trop vite reparues, c'est la guerre à l'Autriche, et le prétexte est tout trouvé. Depuis le 14 juillet, quantité d'aristocrates ont émigré, et parmi eux, bon nombre d'officiers, sous Louis XVI peut-être officiers. Pour être officier, il faut appartenir à une vieille noblesse, qui se sont réunis à Coblence et y mènent tout le tapage qu'ils peuvent, brandissant leurs épées, poussant des clameurs, mais sachant bien qu'ils sont condamnés à l'impuissance sans l'appui effectif des armées allemandes. Ils ont obtenu fin août une déclaration conjointe faite à Pillnitz, en Saxe, par Léopold d'Autriche et Frédéric Guillaume de Prusse, qui promettent aux criards de Coblence, pour le rétablissement, en France, de l'absolutisme royal, le soutien des armées austro-prussiennes, mais à la condition fermement exprimée que l'Europe entière s'associerait à eux, c'est-à-dire bien évidemment la Russie d'une part, l'Angleterre d'autre part. Au vrai et en toute connaissance de cause, un coup d'épée dans l'eau, une dérobade. Néanmoins, pour qui en France veut la guerre, la déclaration de Pillnitz est utilisable. Il suffit de travestir en menace ce dont on connaît, sans erreur, l'insubstance. Par ailleurs, ces dangereux émigrés, où sont-ils? Chez l'électeur de Trèves, lequel a Léopold pour suzerain. Il y a donc moyen d'impliquer l'Autriche dans un complot militaire ourdi contre la France. L'opinion bien dirigée est favorable à une guerre dont on ne met pas en doute chez Narbonne, comme chez Lafayette, chez Madame de Staël,
comme chez Manon Roland, qu'elle sera victorieuse et forcera le roi à filer doux, soit pour ce bicamérisme que préconisent les anglophiles, soit pour la suppression du veto, entrave à la liberté. D'aucuns fabulent, plus ou moins sincèrement, sur l'honneur de la France insultée par l'électeur de Trèves, ou sur le devoir qui incombe à tous les amis du progrès, d'écarter l'égoïsme, de répandre partout les idées nouvelles qui font la gloire de la France. Derrière ces logorées, les réalistes à la Narbonne savourent déjà les razzias qui ranimeront un trésor exsangue. Quelqu'un cependant, à peu près seul de cet avis, Robespierre, s'oppose, autant qu'il en est lui, et de tous ses efforts à la guerre. Et il invoque le bon sens. Vous attendez la victoire? Avec quoi? La moitié au moins des officiers n'est plus là. Ils ont déserté, émigré. Une armée sans cadre n'est plus une armée, gare à de cruels mécomptes. Brissot, le 28 décembre, n'a pas caché qu'il tient la guerre pour précieuse à la tranquillité publique. Je le vois venir, dit Maximilien. Il y a 2 questions fondamentales que la Constituante n'a pas réglées. L'accueil des pauvres au droit de vote et leur participation à la garde nationale. La guerre servira de diversion. Une diversion que Robespierre ruse. Il relève également les propos incroyables auxquels s'est livré Condorcet, s'aventurant à prétendre, avec une candeur suspecte, que nos soldats, en terre étrangère, se conduiront comme ils se conduisent sur le sol de la patrie. Robespierre rappelle aux Jacobins cette vérité très simple, que personne n'aime les missionnaires armés, et que le premier conseil que donne aux envahis la nature et la prudence est de repousser l'envahisseur. Il craint que les habitants du Palatinat n'aient pas perdu le souvenir de ce que leur infligea Louis XIV. Enfin, ajoute l'incorruptible, concevez-vous que la Cour puisse adopter une mesure aussi décisive que la guerre, sans la rapporter à son propre système, c'est-à-dire à ses intérêts? Je sais bien que Michelet s'indignera en 1867 lorsque Louis Blanc lui reprochera, avec courtoisie d'ailleurs et respect, de n'avoir pas compris dans cette si lourde affaire le jeu du roi, et particulièrement de la reine. Michelet éprouve une telle aversion pour Robespierre, à cause de sa politique religieuse, qu'il récuse l'évidence et ose écrire cette phrase absurde. La guerre, la cour en avait peur, une peur effroyable. Drôle de peur que celle de Marie-Antoinette, faisant dire à son frère Léopold « Le plus grand service qu'il pourrait nous rendre serait de nous tomber immédiatement sur le corps, avec ses meilleures troupes. » Et dans cette même lettre qu'elle adressait le 7 décembre à Mercy Argenteau, l'ancien ambassadeur d'Autriche à Paris, parlant des bellicistes de l'Assemblée, elle notait jubilante « Les imbéciles, ils ne voient pas qu'ils nous servent. C'est qu'en effet, après l'échec de Varennes, alors qu'il ne s'agissait que d'aller chercher à Montmédy des régiments français capables d'intimider les Parisiens, l'Autrichienne Marie-Antoinette a persuadé son mari que l'unique salut de la monarchie dépend d'une intervention armée des puissances. Et si Louis XVI est pour la guerre, c'est qu'il en devine aisément la conclusion désastreuse. Le jour même où Narbonne, le 14 décembre, développe à la tribune les raisons, hautes ou moins hautes, pour lesquelles il souhaite et veut la guerre, ce même 14 décembre, Louis XVI écrit à Breteuil, émigré, « L'état physique et moral de l'armée française est tel qu'elle est incapable de soutenir même une demi-campagne. À cette époque, en principe du moins, pas de campagne en hiver, on se base seulement 6 mois. Et Louis XVI, très exactement renseigné, sait que la France n'est pas en mesure de mener, sans s'y détruire, 3 mois seulement de combat. C'est pourquoi la guerre lui plaît tant, les révolutionnaires s'y perdront, le droit divin triomphera. Il est ravi de voir la législative lancer un ultimatum à l'électeur de Trèves avec délai d'1 mois. Louis XVI conseille aussitôt secrètement à l'intéressé de ne pas céder aux exigences françaises et, au début du mois, le 3 décembre, le roi a réclamé le secours de la Prusse pour qu'elle l'aide à briser les factieux dont la terrible malfaisance qu'il subit risque de gagner les autres États.
Et dès que le Conseil des ministres arrête, dans ses grandes lignes, le plan d'action des armées françaises, Marie-Antoinette s'empresse de communiquer à Vienne toute indication à ce sujet. Insupportables, ces Austro-Prussiens qui, en dépit des sollicitations, gémissements, supplications dont Marie-Antoinette les accable, ne se décident toujours pas à tirer l'épée. C'est qu'à Vienne, comme à Potsdam, on est obsédé d'abord par les convoitises russes sur la Pologne. Un nouveau partage de cette malheureuse nation est en vue. Léopold et Frédéric Guillaume redoutent la voracité de Catherine II. Plutôt que de guerroyer en France, on verra plus tard. Ils entendent garder intactes leurs forces militaires pour retenir Catherine dans l'excès de ses desseins. Mais voici que des événements se produisent concernant l'ordre social et qui augmentent la hâte bourgeoise d'un état de guerre libérateur. Des désordres, minimes, ont lieu dans Paris, surtout en raison de la hausse très forte du prix du sucre et du savon, conséquence des tumultes raciaux de Saint-Domingue. Le 3 mars, à Étampes, les journalistes qui réclament en vain une intervention municipale permettant d'ajuster leur faible salaire immuable au prix croissant du pain se fâchent et tuent le maire, Simoneau. Profonde émotion chez les gens de bien, et le 15 mars, Mallet du Pan, ce genevois homme d'ordre qui se mettra bientôt au service des princes émigrés et de la cour de Vienne, publie dans Le Mercure de France un article cri d'alarme. Le jour est arrivé où les propriétaires de toute classe doivent sentir enfin qu'ils vont tomber sous la faux de l'anarchie. Les indigents, précise-t-il, préparent un sac universel. Alors Louis XVI saute le pas. Il prend un ministère jacobin avec Roland à l'intérieur, Clavière aux finances, Dumouriez aux affaires étrangères et bientôt Servan à la guerre. Roland de la Platière est un vieil homme riche. Il a 58 ans, ce qui, pour l'époque, est un âge avancé. Le roi en a 38, la reine 37, Robespierre 34, Danton 33. Clavière, fils d'un genevois richissime, a gagné une fortune à Paris dans les assurances. Il dispose, à Suresnes, d'une propriété somptueuse. Ces révolutionnaires au pouvoir ne sont là, on s'en doute bien, dans la pensée du roi que pour porter personnellement, je veux dire eux et leur groupe de progressistes, la responsabilité de la guerre. Ils ne demandent pas mieux, et sous prétexte que l'empereur d'Autriche, ce n'est plus Léopold, c'est son fils François II, a envoyé à l'électeur de Trèves sur sa demande quelques soldats supplémentaires pour se défendre contre une éventuelle et trop probable agression française, l'Assemblée décide le 20 avril 1792, avec la pleine et joyeuse approbation du roi, qu'elle répond par une déclaration de guerre à la provocation autrichienne. La guerre de rafle nourrissante conçue par les Girondins et qui, comme on ne pouvait que trop le prévoir, débuta par de pénibles revers pour l'armée française, ne commencera à rapporter qu'au printemps 1794. Le grand Carnot, qui partage avec Cambon l'admiration vénérante de Michelet, adresse aux généraux qui, en Belgique comme en Rhénanie, se couvrent désormais de gloire, les instructions les plus éloquentes. Prenez tout, il faut vider le pays. Ou encore, montrez à vos soldats les richesses de l'Allemagne. Et Carnot veille à ce que soient organisées en Rhénanie des agences d'évacuation, afin que le brigandage systématique des occupants porte convenablement ses fruits. Si j'insiste sur ces documents trop peu connus, c'est qu'ils sont de 2 ans antérieurs au fameux appel, le 10 avril 1796, par le jeune Bonaparte aux 30 000 hommes de son armée d'Italie. Vous vous souvenez ? Soldats, vous êtes mal chaussés, mal vêtus, mal nourris. Mais regardez un peu là-bas, à votre portée, ces riches plaines et ces grandes villes qui vont tomber. Si vous savez vous battre, à votre entière disposition. Pas un mot dans cette allocution célèbre, pas un mot sur la patrie et sur la défense nationale, un thème qui eût été du reste impraticable puisque la France était l'assaillante. Je me rappelle que Péguy, lorsqu'il était encore socialiste et qu'il écrivait sa première Jeanne d'Arc, 1897, s'était amusé à placer mot à mot dans la bouche de Gilles de Rais l'appel de Bonaparte à sa légion de pillards. Et Jeanne, horrifiée, avait jeté à Gilles de Rais
Qui parle ainsi est le dernier des hommes. Revenu à la sagesse, le même Péguy un peu plus tard, et qui souhaite beaucoup désormais conquérir en sa faveur la bienveillance de l'Académie, portera au nu l'empereur, à qui la France doit son rayonnement incomparable. La mise à sac de l'Italie du Nord permit à Bonaparte, moins d'un mois après son agression, d'expédier déjà au Directoire quelques 10 millions en numéraire volés. Tantôt c'est par indemnité de guerre qu'il procède, tantôt par le chantage. Ou vous me versez tant, ou je lâche sur vous mes bandes. C'est ainsi qu'il extorquera 20 millions au pape. Là, dans cette merveilleuse campagne d'Italie, prend naissance l'opulente fortune de la tribu Bonaparte. Puis c'est la Suisse que le Directoire envahit. Son principal objectif étant le trésor de Berne, confisqué dès la ville prise, mais qui déçoit. On le croyait plus ample, sans doute les Bernois avaient-ils eu le temps d'opérer d'opportunes dissimulations. Vient ensuite l'expédition d'Égypte dont Napoléon, à Sainte-Hélène, avouera à Bertrand qu'il n'y trouva pas son compte. Il avait cru pouvoir, dira-t-il, ramasser là des 300 millions. Le profit sera moindre, mais cependant non négligeable. Avec Bonaparte premier consul, puis consul à vie, puis changé en Napoléon, la France va se muer en une nation de proie, sans cesse en expansion, annexant à son territoire Hambourg aussi bien que Naples et Königsberg comme Madrid, poussant jusqu'à Moscou ses conquêtes, préfiguration d'une autre tache noire que nous avons vue, en ce siècle même, partant d'Allemagne, s'étendre à Narvik, à la Crète et d'Amsterdam à la Volga. Il convient, je crois, de n'oublier point la calme assertion officielle proférée par Napoléon en 1810 à l'adresse de ses sujets. La guerre est la source de la richesse nationale. Il veut dire que la guerre, telle qu'il la conçoit, infailliblement victorieuse grâce à l'écrasante supériorité qu'il assure à son artillerie, aboutit chaque fois à des traités comportant des clauses financières substantielles, discrètement accompagnées d'une clause spéciale concernant sa propre cassette. Rien de cet heureux temps pour la France n'eût été possible, ni même concevable, si les pré-girondins, bénis par Louis XVI, n'avaient allumé la guerre en Europe le 20 avril 1792. Robespierre avait été l'instigateur d'un décret que les historiens de bonne compagnie, Gaxot et Bainville, s'accordent à tenir pour imbécile et anti-français. La nation s'était engagée à ne jamais entreprendre une guerre de conquête, quelle sottise, quel piteux renoncement à la gloire et aux avantages de la force. Heureusement que cette niaiserie, les Jacobins de 92, autorisés par le roi, l'ont estimée non avenue, déplaisante incartade utopique d'un esprit brumeux, stupide enfantillage.